Bienvenue dans Update, la nouvelle série de Décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Update, c'est nouveau, c'est l'actu déco, ce sont des news, des zooms, des envies, bref, un medley d'infos déco, un peu comme les premières pages d'un magazine. Un focus sur une marque, un événement, une collection à ne pas rater, un concept innovant. Tous les derniers vendredis du mois, Update vous proposera 4 ou 5 interviews à la suite, à picorer, beaucoup plus courtes que d'habitude, pour ne retenir que l'essentiel. L'idée vous plaît ? Eh ben on garde ce rythme, c'est parti. Ce matin, je suis avec la talentueuse Charlotte Juillard qui a collaboré avec Made.com pour imaginer différents produits, dont un canapé que nous allons vous dévoiler sous toutes les coutures. Bonjour Charlotte. Bonjour Hortense. Alors, comment s'est passée cette rencontre avec Made ? Alors, cette rencontre avec Made s'est faite il y a 2 ans, je dirais maintenant. Ils cherchaient une designer féminine pour parler de processus créatifs dans leur showroom à Paris, lors d'une soirée de femmes, autour du thème de l'entrepreneuriat. Et donc, ils m'ont invitée un petit peu par hasard, de bouche à oreille, pour participer à cette soirée. Et en fait, la rencontre s'est un petit peu fait comme ça, puisque je suis venue parler de certains de mes projets au sein de leur showroom. Et du coup, à la suite de ça, ils m'ont dit « on a envie de collaborer avec des designers, ça serait bien qu'on reste en contact. » Et du coup, quelques mois après ça, j'ai été en contact avec la directrice de création qui se situe à Londres et on a échangé et elle m'a envoyé un brief auquel j'ai répondu. Et puis la collaboration s'est un petit peu initiée comme ça. Ouais. Alors aujourd'hui, on est là pour parler notamment du canapé Cassiani que tu as imaginé pour eux. Tu as eu carte blanche, comment ça s'est passé ? Quelle était l'inspiration de départ ? Alors, pas tout à fait carte blanche. En fait, Made.com, pour leur collection, ils construisent des mood boards, enfin des thèmes, qui travaillent certainement avec des cabinets de style. Et donc, ils briefent chaque designer qui travaille pour eux autour de ces thématiques. En l'occurrence, pour le canapé Cassiani, ils m'ont envoyé un brief assez détaillé, c'est-à-dire qu'ils recherchaient un canapé avec un certain style. Donc là, c'était un style un peu cocooning méditerranéen, avec des matériaux souples, agréables au toucher, comme du lin. Et donc, leur brief était quand même assez détaillé, c'est-à-dire qu'ils voulaient qu'on travaille un canapé qui soit déhoussable, avec donc du coup ce revêtement qui allait jusqu'au sol, des coussins qu'on pouvait déplacer, donc c'était pas vraiment carte blanche, il faut plutôt faire un dessin à partir de tous ces petits inputs et tous ces éléments qu'on nous donne. Et après, comment tu as travaillé avec les équipes ? Du coup, toi tu dessines et après c'est fini ? Pas tout à fait non plus. En fait, je dessine. En général, il y a quand même beaucoup d'allers-retours avec les équipes créatives. Donc toujours qui sont basés à Londres et du coup souvent on a un interlocuteur en particulier qui va suivre le projet et du coup alors moi je dessine, je leur envoie une première proposition, soit une ou alors là en l'occurrence souvent moi je fais 2-3 dessins voire parfois même un peu plus si je suis inspirée et du coup en général ils en choisissent un, ils me font des retours. Et souvent, on a quand même 3-4 allers-retours avant de dire « Ok, super, on part là-dessus ». Et après, bien sûr, à la suite de ça, il y a tout ce qui est tout le développement. Donc, le développement, en tout cas pour ce type de produit, se fait plutôt en Asie. Mais ce qui est super, en fait, avec Made.com, c'est que je trouve qu'en tant que designer, on est quand même pas mal consulté sur le suivi, même si c'est à distance. Donc, il y a un peu cette difficulté qu'on puisse pas voir le produit, ce qui est quand même difficile pour un designer parce qu'on a envie de s'asseoir, de voir les proportions, de toucher. Là, forcément, tout se fait à distance par des photos, ce qu'ils appellent les prototype review. Et donc, où ils testent, ils envoient tout un document très détaillé avec tous les points à voir, à revoir. Et à chaque fois, le designer doit valider les points. Donc, je trouve qu'il y a quand même une collaboration assez main dans la main entre le designer et Made.com. Alors, comment tu définirais ce canapé ? Comment tu le décrirais, son style ? Du coup, je dirais que c'est vraiment un canapé... en fait, je disais un peu un canapé maison de vacances parce que je trouve que c'est vraiment le canapé un petit peu imposant, mais avec qui invite à s'asseoir, qui invite à venir se détendre.
un style, c'est vraiment ce qu'ils m'ont demandé, c'est un style méditerranéen, un peu, mais c'est tout à fait l'esprit maison de campagne. Enfin, je me redis un peu, mais très cosy, très enveloppant. Voilà, exactement. Ou alors qu'on imagine dans un hôtel, Je dirais que c'est vraiment un canapé qui est assez accessible aussi en termes de dessin. Je trouve qu'il peut rentrer dans pas mal de maisons, mais en tout cas, on retrouve cet esprit un peu lin blanc, vacances, relax. Facile facile à installer, voilà. C'est quoi pour toi les critères importants, justement, pour un canapé ? Pour moi, quand même, un des critères les plus importants, c'est quand même le confort. Ce qui n'est pas évident parce qu'on ne peut pas le tester. Mais en tout cas, déjà, le confort visuel, je trouve que c'est important. C'est drôle parce que... ça, c'est une petite anecdote un peu personnelle. Mais c'est vrai que... Donc, moi, je suis designer, donc c'est vrai que je suis toujours attirée par les choses un peu dessinées, un peu pointues. Et c'est vrai que quand j'ai dû acheter un canapé pour chez moi, forcément, mon mari est entré dans la course et lui, il voulait quelque chose d'hyper confortable et sur le coup, pour moi, c'était pas assez dessiné. Et puis, voilà, comme il n'avait pas choisi grand-chose dans le mobilier, dans la maison, j'ai dit OK pour le canapé confortable et peut-être un peu moins design, entre guillemets. Et vu qu'on a passé un an pas mal sur le canapé, je regrette pas d'avoir fait ce choix. Mais du coup, je trouve que un canapé où finalement on se sent pas bien, je trouve que c'est à bannir. Il y a beaucoup de canapés qu'on voit qui sont très beaux et en fait qui sont pas tellement confortables, qui sont des canapés un peu de conversation, un peu raides. Ouais, c'est ça. Que peut-être des canapés plus de salle d'attente mais c'est vrai que je trouve que pour un appartement ou une maison, c'est important que visuellement on ait envie de s'y mettre, même si les lignes restent assez modernes, assez contemporaines. Mais qu'une fois qu'on se met dedans, on a presque envie d'y rester. T'as imaginé aussi d'autres produits pour eux ? Alors, pour cette collection, il y a ce canapé. En revanche, j'ai imaginé donc l'année dernière des fauteuils qui s'appellent Torico. Alors non, un lit qui s'appelle Torico et des fauteuils qui s'appellent Anaki, qui sont en rotin, déclinés aussi avec différents tissus en velours. On a décliné en petits fauteuils de place aussi, et un canapé clic-clac Torico aussi en canage dans la même collection. Voilà un peu pour les pièces que j'ai dessinées pour Made. Et en tout cas, pour cette collection Méditerranée, il y a seulement pour l'instant le canapé. Tu parles de tout à l'heure de lin, là de canage. Le choix des matériaux, c'est important pour toi dans ton travail ? Alors, le choix des matériaux, pour moi, c'est essentiel. Je le dis assez souvent, mais c'est vrai que c'est souvent le point de départ de mes dessins. Souvent parce que soit je travaille avec des éditeurs qui ont des matériaux de prédilection ou des usines en particulier, et quand je dessine pour moi, c'est presque mon premier critère, c'est-à-dire que je me dis qu'est-ce que j'ai envie de travailler. Parfois c'est suite à une rencontre avec un artisan, parfois ça peut être par curiosité, parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on travaille un nouveau matériau, on apprend beaucoup au contact des gens qui travaillent cette matière, donc c'est vachement important. Alors pour Made.com, c'était aussi également important. La seule chose, c'est que dans les deux cas, les matériaux ont un peu été imposés, mais ce qui n'est pas une contrainte. Enfin, c'est quelque chose qui est intéressant pour moi. En tout cas, ça me fait un premier cahier des charges, ce qui est, je trouve, important, parce que c'est vrai que quand on a trop carte blanche, parfois c'est difficile et il faut soi-même se les mettre. Mais dans ce cas-là, c'est vrai que ce soit pour Anaki ou pour Casiani, à chaque fois, on m'a imposé les matériaux, qui rentraient dans une thématique plus globale. Tu as d'autres projets avec eux ? Alors, du coup, on va continuer. En fait, il doit sortir une chaise une chaise de salon et un fauteuil dans la collection Casiani. Et puis, oui, j'aimerais, Alors là, pour rien vous cacher, j'étais en congé maternité, donc j'ai pas tellement dessiné, mais c'est prévu qu'on continue la collaboration. En tout cas, je le souhaite, puisque c'est vraiment, j'ai vraiment pris à chaque fois plaisir à travailler pour Made.com. Et tu travailles d'ailleurs avec plein d'autres marques. Comment, en fait, à chaque fois, tu te plonges dans chaque projet ? Souvent, comme je disais juste avant, c'est souvent par l'entrée des matériaux. Et après, alors, à chaque marque, en fait, a son histoire. Chaque marque a une façon de travailler, tout l'historique. Et du coup, moi, ce que j'aime énormément, c'est pouvoir visiter, quand j'en ai l'opportunité, les usines, comprendre la genèse de la marque, comprendre comment ils fabriquent, pourquoi. Moi, c'est vrai que dans
presque toutes les collaborations que j'ai pu faire, j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer les gens qui travaillaient pour ces entreprises et à comprendre leur façon de faire. Et souvent, ça passe par l'entrée des matériaux, puisque chaque histoire, chaque maison d'édition a son histoire et a des choses à raconter, et demande aussi à des designers de continuer l'histoire de leur marque. Et j'aime beaucoup, en tout cas, je m'intéresse souvent beaucoup à la façon dont ils fabriquent. Alors, c'est sûr que pour des entreprises comme Made, qui sont peut-être des entreprises plus digitales et plus nouvelles, on visite pas d'usine, donc le contact est un peu différent. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même un vrai rapport à chaque fois entre la maison d'édition et le designer, et on arrive à avoir un vrai dialogue à chaque fois. Je crois aussi, tu as effleuré l'idée, tu voyages beaucoup. À quel point ça influence ton travail ? Je pense que les voyages sont vraiment une énorme source d'influence et d'inspiration pour les designers, en tout cas pour moi. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, surtout étant jeune, et je pense qu'à chaque fois ça me nourrit. Alors ça arrive, je me dis pas toujours ah tiens c'est tel voyage qui m'a inspiré, mais souvent quand je regarde mes dessins a posteriori, je me dis, ah tiens, on sent qu'il y a certaines lignes qui peuvent évoquer un pays en particulier. Je pense notamment à un miroir que j'ai pu dessiner pour la marque Ava, que j'ai monté il y a quelques années, qui est très inspiré de l'Amérique du Sud. Et c'est vrai que c'est un voyage que j'ai fait il y a quelques années, au travers des lignes, des choses comme ça. Et je trouve qu'en fait, les voyages, c'est toujours une ouverture d'esprit, ça apporte des rencontres, ça apporte des langues. Et je trouve que tout ça nourrit de façon inconsciente, en tout cas, la création. Alors malheureusement, je n'ai plus trop voyagé depuis un an, je ne vais pas te cacher. Ça me manque beaucoup, donc j'espère pouvoir le refaire très rapidement. Et c'est vrai que souvent, pour les maisons d'édition, il m'est arrivé aussi de faire des voyages, notamment en Inde, pour aussi aller voir des usines. Et c'est toujours intéressant de voir tout ça et de se laisser inspirer par l'exotisme et en tout cas par les voyages. C'est vrai que toi, tu as moins voyagé, tu disais, tu avais ton congé mat et il y a eu aussi le confinement. Est-ce que toi, cette année, cette crise particulièrement, ont eu un impact aussi quand même sur tes projets, sur ta façon de travailler et sur même peut-être ta façon d'appréhender le style, le design ? Ouais, je pense que comme tout le monde, on a beaucoup passé de temps chez soi. Donc c'est sûr que toute cette nourriture, dans les voyages, dans les déplacements, dans les sorties, je pense qu'on en a tous été privés. Et forcément, dans les métiers créatifs, ça se ressent. Moi, en tout cas, dans le design, mais j'imagine dans la musique, dans la peinture. C'est sûr que quand on peut plus se nourrir de tout ce que nous apporte l'extérieur, on se retrouve plus centré sur soi, et dans un monde un peu plus intérieur, un peu plus familial. Je pense que ça m'a fait aussi me poser des questions, et forcément, ça a remis un peu en cause ma façon de créer, qui était un peu se nourrir de tout ce qui m'entourait. En revanche, je pense qu'on a aussi pris conscience de l'importance de nos intérieurs, du confort. Je pense j'entends parler beaucoup d'amis qui ont changé leur déco, qui ont fait pas mal de travaux. Je pense on s'est tous dit, en fait, c'est important d'être bien chez soi. Et c'est sûr que du coup, le design et la profession de designer a maintenant encore un rôle à jouer, peut-être encore plus important, puisque on va peut-être être emmené aussi à travailler plus à distance, et donc on a envie de se sentir bien et en tout cas d'être entouré d'objets qui nous parlent et avec lesquels on se sent bien. Et voilà. Et du coup, oui, cette année de pandémie a été une année très particulière pour la création et puis pour moi en particulier. Et c'est vrai que j'ai beaucoup continué à dessiner sur mes carnets, j'ai beaucoup de choses, mais j'avais très très hâte de pouvoir rencontrer des artisans, voyager à nouveau, retourner voir les usines. Et j'espère qu'en tout cas, les années à venir vont nous permettre aussi de voir les choses autrement, mais de pouvoir petit à petit se réouvrir à tout ça et puis reprendre du lien social et pouvoir être à nouveau tous ensemble. En contact, partager, échanger. Exactement. Ouais. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi, Hortense. Au revoir. Au revoir. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Ce matin, j'ai poussé la porte de l'atelier des Mathurins qui a été créé par Hortense Brognard et Céline Lédet. Ici, elles réinterprètent la tenture murale et imaginent des cadres autour de la plume. Elles vont nous raconter. Bonjour Hortense, bonjour Céline. Bonjour Hortense. Bonjour Hortense. Bonjour Hortense. Oui, il y en a une qui doit se sentir bien seule sur cette table. Exactement.
Alors, est-ce que vous pouvez me raconter le début de l'histoire des Mathurins, tout simplement pour commencer ? Alors les Mathurins, c'est d'abord une rencontre. On s'est rencontrées toutes les deux il y a une dizaine d'années. On travaillait toutes les deux de notre côté. On avait chacune une activité professionnelle. Et puis les années ont passé, nos vies ont changé et on a décidé toutes les deux de créer quelque chose ensemble parce qu'on savait que ça matchait. On avait un peu les mêmes idées. Comme un peu dans une rencontre où un truc, c'était une évidence. Complètement. On a toujours une relation, on a une relation un peu particulière. C'est rare de rencontrer quelqu'un comme ça quand on est adulte, dans une vie d'adulte bien passée, où on a nos activités professionnelles et de vivre une super amitié. Voilà. C'est top. Et alors, du coup, vous avez commencé avec les tentures. En fait, c'est la tenture qui nous a amené à créer notre entreprise. C'est que j'étais en train de redécorer ma maison. J'avais un énorme mur dans ma salle à manger et commençaient les jolis papiers peints, fresques murales. Et je me disais, ce serait super ici. Et en même temps, je me connaissais, j'allais m'en lasser très très vite. Et je me disais, oh là là, il va falloir que je décolle et tout ça. Et voilà, du fil en aiguille, on est venu à une tenture, c'est les dromadaires, que j'ai toujours dans mon salon d'ailleurs. Et c'était quand ? En quelle année en fait ? C'était en 2018, fin 2018. Ouais. Exactement, donc on a imaginé, on a vu ce pan de mur, et puis toutes les deux, on a commencé à en discuter, et on a imaginé une tenture, enfin une tapisserie. Et au départ, c'est vrai que voilà, on imagine quelque chose, et entre l'imagination, le moment où on imagine un projet, et puis la création, parce qu'à ce moment-là, on n'y connaissait rien, en termes de confection, de la façon de l'accrocher et tout ça, on n'y connaissait rien, et puis petit à petit, on s'est pris au jeu, on a commencé à réfléchir, à contacter des boîtes qui pourraient nous aider, enfin, des boîtes, non, un atelier. Ouais. On a visité des ateliers, pas mal d'ateliers. Et puis, on a rencontré un atelier, voilà, qui ça s'est très bien passé, avec lequel on collabore toujours. Et puis, petit à petit, on a appris, voilà. Parce que c'est quoi une tenture ? Comment on travaille dessus ? Alors, on part d'abord d'une image. On a plusieurs façons de travailler. Nous, on a une affection particulière pour la gravure de voyage du 19e, du 18e. Donc, les dromadaires, c'est d'abord une petite gravure de voyage qui fait, 15 cm sur 8. Il faut la scanner à très, très haute définition. Et puis après, là, il y a tout un travail de retouche qu'on a fait nous-mêmes, qui est un gros travail long de colorimétrie. Et une fois qu'on a fait ça, on l'envoie à l'atelier qui va justement nous sortir sur un petit bout de tissu des épreuves. Et là, on va commencer un échange en fait où on nous envoie des épreuves et on les retourne. On dit non, la couleur c'est pas tout à fait ça. On part d'un Pantone, mais c'est difficile de rendre une couleur sur un tissu, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a beaucoup d'étapes comme ça. Et voilà, c'est de fil en aiguille. Aujourd'hui, on est à l'aise en fait avec ce procédé. Au départ, c'est un peu compliqué. Il nous a fallu du temps. On dessine aussi certaines de nos tentures. Mais en tout cas, c'est pas du tout vous qui dessinez ou qui peignez sur du tissu. Non, pas du tout. Non, ça c'est un travail qu'on fait avec l'atelier. Nous, on utilise la technique de l'impression à chaud, en fait. C'est un papier pour une tenture. Par contre, on dessine le modèle en amont, en fait. Toute l'expérimentation, toute la recherche et tout, c'est nous. Mais après, la pratique, les 40 exemplaires, c'est l'atelier qui nous les sort, en fait. Oui, ce sont des éditions très limitées, du coup. Oui, alors ensuite, nous, on reçoit ces 40 exemplaires avec un gros travail de confection aussi, parce qu'il y a des fourreaux. Et nous, une fois qu'on les reçoit, en amont, on a reçu du bois, puisque pour faire les armatures. Et là, après, c'est nous qui peignons les bois. C'est des bois qui viennent de forêts françaises. Ouais. Et nous, on travaille le bois, on les repeint, on met le système d'accroche, c'est-à-dire que c'est une corde en lin toronné qui vient de France également. Et on fait le montage de la tenture. Chez nous, en revanche, en région parisienne. Et le tissu, qu'est-ce que c'est comme type de tissu ? Alors, c'est un tissu qui est éco-labellisé, labellisé France Terre Textile. Il est tissé en France et l'encre est aussi une encre française. En fait, tout est fait pour que, justement, il n'y ait pas de solvant, pas ce genre de choses à l'intérieur. Voilà. C'est hyper important pour nous d'avoir ce genre de produit. Ça se lave, on peut le mettre en machine. Quoi, la tenture ? Ouais. On enlève les bois, on peut la mettre en machine vraiment à 30 degrés, on va pas les sauver fort, on peut l'étendre, on la met surtout pas au sèche-linge, on la repasse tout doucement. Mais oui, l'idée c'est ça, c'est qu'on peut la mettre dans une chambre, on peut la laver, voilà. On avait vraiment envie d'un truc
Et d'aspect, ça ressemble à un tissu, ça a un gros grain qui ressemblerait un peu à un gros lin. Ouais, entre le lin et la jute. Ouais, exactement. Voilà, c'est un tissu qui semble un peu brut comme ça quand on le détaille. Et finalement, avec les traits de la gravure et tout ça, il est très chaud déjà. C'est vrai exactement. que c'est il habille. toujours quand on l'accroche. C'est chaud le tissu, ça dégage vraiment, ça enveloppe. Puis c'est un grand format. Et on fait des grands formats, absolument. Donc c'est ce qu'on aime dans ces tentures. Un clou, vraiment il suffit d'un clou pour l'accrocher, donc pas besoin de faire venir un bricolo. Et puis après ça change vraiment une atmosphère, c'est-à-dire que c'est des grands formats, souvent c'est ce qu'on aime bien, et c'est vraiment une alternative au papier peint, à la peinture, parce que ça modifie en revanche complètement l'atmosphère d'une pièce. Ça peut être une tête de lit, être mis au-dessus d'un buffet. L'idée c'est qu'il puisse voyager aussi dans la maison. On voulait un esprit nomade, le rouler. On en a marre, on peut le laisser de côté pendant un an et le ressortir dans une autre pièce, un autre endroit. Nous, on les fait voyager dans nos maisons, en fait. Et c'est vrai qu'il y a une autre chose qui était très importante pour nous, c'était de faire des éditions limitées. C'est-à-dire qu'en moyenne, chaque tenture sort à 40 exemplaires pour éviter tout simplement qu'elle se retrouve chez la pote, chez qui on va dîner. Donc voilà, on aimait bien ce côté un petit peu unique, mais accessible. Alors, et après, comment vous êtes passé au cadre en plume ? Alors ça, c'est toute une autre histoire. C'est que Hortense, avant de commencer l'aventure des Mathurins, était taxidermiste. Et moi, j'aimais beaucoup, beaucoup son travail. Je la suivais parce qu'on était amies. Je passais du temps avec elle dans son atelier. Et je lui ai dit, mais c'est vraiment dommage, t'as trop de talent. Et après, je sais pas trop comment on en est arrivé là, mais on s'est dit, mais comment on peut faire pour allier justement ce travail de plume on avait toujours envie d'habiller les murs. Et puis moi, j'ai étudié un peu le dessin il y a très longtemps. J'avais cette affection pour la peinture. Et je sais pas comment on en est arrivé là, mais en fait, un jour, on a fait un dessin. C'est un peu comme tout le reste de l'histoire. Je ne sais pas bien. Tout s'est fait tellement naturellement. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, la jeunesse de chaque projet, c'est ce que j'en parlais tout à l'heure, d'une espèce d'évidence. Et là encore, ça a dû se présenter comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, dans mon atelier, j'ai évidemment des tonnes de plumes, d'oiseaux. Donc, on avait ça évidemment sous la main. Céline dessinait très bien. J'ai dû insister un petit peu parce que c'est vrai que là-dessus, je pense que comme ça faisait un moment que tu dessinais moins. Enfin, toujours est-il effectivement qu'à un moment, on a sorti nos tas de plumes et puis on a essayé. On a un petit peu comme ça pour voir en bricolant au départ. Et puis petit à petit, c'est comme tout, c'est-à-dire que plus on en fait, et finalement on arrivait à un résultat qui nous semblait plutôt pas mal. Alors est-ce que vous pouvez le décrire, parce que là les auditeurs ne savent pas encore de quoi on parle concrètement. Nos cadres plumes, ça a commencé. Alors c'est vrai qu'on a commencé par une petite série, c'était des palmiers, on se servait beaucoup de plumes, de pintades, ce genre de choses. On va pas chercher bien loin, c'est-à-dire qu'il y a des telles merveilles dans la basse-cour, enfin vraiment des oiseaux qu'on voit couramment. Donc on a accès assez facilement finalement à ces plumes-là une fois qu'on a un bon réseau. Et puis on a commencé à développer nos premiers modèles, ça a été des palmiers qui ont bien marché. Ensuite on a fait des petits oiseaux. Oui, puis on a détourné en fait le sens de la plume. Par exemple, on en a fait des fleurs. Et c'est ce qui était intéressant en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait une telle diversité dans la plume, c'est magnifique, les couleurs sont dingues. C'est difficile de retranscrire les couleurs d'une plume. C'est vraiment, on prend pas le temps de regarder un oiseau, mais même une simple naturel. On fait les deux. On a beaucoup travaillé au naturel parce qu'on adore quand même la plume au naturel. Et là en ce moment, on développe plus. On travaille un peu sur la couleur. On essaye de les teinter et tout ça, ce qu'on aime faire aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une telle variété de plumes. Voilà. Donc on a détourné en fait le sujet de la plume et on lui a fait prendre un sens un peu différent. Par exemple, comme disait Hortense, le palmier, ce sont les pâles les plumes habillent les pâles, les fleurs, les pétales sont remplacés par les plumes. On fait des oiseaux, des petits oiseaux en dessin et une partie du corps, on lui est habillé de plumes et ils sont un peu onirique, hein. L'idée c'est pas de faire ressembler à un oiseau de la nature, on peut pas. Donc voilà, ça sort de notre imagination, c'est comme les insectes. C'est vraiment un prétexte pour jouer avec la plume en fait. Mais c'est vrai que la plume c'est un matériau merveilleux. Hein. Il est au départ comme ça, c'est pas si évident. Et puis finalement, c'est tellement léger, il y a vraiment une poésie dans la plume merveilleuse. Et comme dit Céline, il y a de la couleur, c'est un cadre mis au soleil ou non. Enfin, ça change complètement.
Et finalement, quand on apprend à jouer avec cette plume, à la détourner, aujourd'hui on prend un peu plus de risques, je m'entends, mais de la tailler, de la teindre, voilà, on prend un peu plus de liberté avec. D'ailleurs, en termes d'inspiration, est-ce que vous imaginez un dessin et vous vous dites comment je vais coller ma plume, ou vous avez une plume et elle va vous donner envie d'un dessin ? Alors, il n'y a pas de règle, je pense c'est que justement dans les deux. C'est un peu les deux. Dans les deux, et puis on a eu plein de fois, on a commencé un dessin en disant « Ah, ça va être super !» Et puis on se retrouve bloqué. Tout simplement, on essaye, et puis on est bloqué, on se rend l'évidence que la plume, on peut faire beaucoup de choses avec, mais malgré tout... Ça se prête pas à tout non plus, c'est quand même assez complexe. Foiré, vraiment. Vraiment. Au bout d'un moment, on abandonne, on jette, et puis parfois on a une super surprise... Et du coup, alors ce qui fait aussi la particularité de la plume, c'est que chaque pièce est unique. C'est-à-dire que parfois, on a des clients qui nous demandent, un cadre qui n'est plus, qui a été vendu, de lui refaire. Donc nous, c'est ce qu'on dit toujours, on va refaire à peu près autant que possible. Mais la plume est vraiment unique, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais refaire, et c'est l'intérêt aussi de ce matériau, refaire 2 fois le même cadre. C'est-à-dire que chaque pièce est unique. Et puis moi, je dessine chaque cadre à la main. Donc je vais utiliser plusieurs procédés. Ça peut être de l'aquarelle, de la peinture, du charbon. Mais je vais redessiner en fait, c'est pas une impression, donc ce sera toujours une pièce unique. C'est un peu l'idée qu'on avait envie aussi de développer, c'est-à-dire d'offrir justement quelque chose. C'est un joli cadeau à faire. Donc, est-ce que ça veut dire que vous pouvez faire aussi des commandes sur mesure ? Oui, absolument. On en fait déjà. Alors, dans la mesure du possible, évidemment, mais bien sûr, on a des clients qui nous disent, on aimerait bien tel fond, chez moi ça ressemble à ça, mon mur est bleu, j'aimerais bien et nous on propose de fond, j'aime bien les plumes plutôt dans les verts pâles et tout ça, et bien sûr, on propose dans ce cas-là, c'est plutôt rigolo même d'ailleurs, on aime bien travailler comme ça aussi. Donc là, pour les cadres, par contre, vous êtes que toutes les deux et ça se passe dans votre atelier. Vous faites tout à la main, de vos 10 doigts, 20 doigts. Ah ouais, exactement, de A à Z. Nos 20 doigts qui sont complètement mêlés, même en fin de journée, mais tout se passe à l'atelier. Là, une fois qu'on a récupéré les plumes, c'est à l'atelier qu'on les traite, qu'on les lave, qu'on les retravaille, tout se fait là. Oui, le dessin aussi. En fait, dans cette petite pièce, on fait tout. Les encadrements et vous envoyez. Exactement. Mais là, je dois dire que je rêve d'un stagiaire. Est-ce que vous avez les mêmes rôles dans le duo ? Alors, complètement. C'est marrant, c'est vraiment un travail à 4 mains. Vraiment. Non, moi, la seule chose, effectivement, à laquelle je ne touche pas, c'est le dessin, parce que je ne sais absolument pas dessiner, donc là-dessus, je ne vais pas m'aventurer. Mais, alors, elle dessine pas, mais elle va m'orienter. C'est très rigolo, parce que je peux dessiner, par exemple, chez moi, je pourrais faire... Mais pas du tout, je dessine toujours à l'atelier, à côté d'Hortense, et Hortense va me dire, tu vois, il me gêne ce dessin, tu veux pas mettre un peu de couleur là ? Et si on faisait ça ? Elle peut avoir une idée et moi je vais essayer de la mettre en forme en fait. Donc oui, on est hyper complémentaires et c'est ce qui est hyper agréable en fait. Il faut combien de temps pour faire un cadre en plume par exemple ? Ça dépend. Sincèrement, ça dépend. Parce que quand on a un sujet, qu'on l'a déjà bien travaillé, qu'on connaît bien le procédé, ça peut aller assez vite, très honnêtement. Voilà, on peut... tout est relatif, on peut mettre 2 heures, 1h30, 2 heures pour en faire un petit... Et puis, mais c'est tout le travail en amont, en fait. Il y a un gros travail sur la plume, il y a une grosse réflexion en amont. Avant de réaliser un cadre dont on est content, et on va pouvoir en créer une série, même si les couleurs sont différentes, les plumes sont différentes, on va peut-être mettre 1 semaine avant de trouver vraiment le sujet parfait, le dessin qui va convenir, le support aussi, parce que si j'utilise de l'aquarelle, je vais pas utiliser le même papier. Donc, tout ça, il y a un travail de fond de recherche qui est plus ou moins long. Et est-ce qu'il y a beaucoup de ratés, d'erreurs ? J'imagine que quand on colle minutieusement des plumes... Oh là là. On est même des grandes spécialistes. Ou des fois, on est même très, très contente, on est super heureuse, on le trouve magnifique, et là, grosse boulette, on fait tomber du pigment dessus. Voilà, donc c'est mort, c'est fini. Non, voilà. Bien sûr. Plein de ratés, et oui et non. En fait, on a des journées comme ça qu'on appelle la journée ratée. C'est terrible. Alors, c'est le mardi. Je ne sais pas pourquoi, on dit toujours, c'est comme un mardi. C'est-à-dire que le mardi, c'est la journée de la merde, souvent. C'est la journée de la loose. On ne sait pas pourquoi. Alors, et il y a des journées où on va être super productive, où tout roule, on va trouver la plume gauche et la plume droite pour faire l'aile parfaite, même taille. Mais c'est là, moi, je trouve que le travail à 2 est formidable. C'est-à-dire ça crée une émulation et une dynamique. Je n'aurais jamais fait les Mathurins seuls.
Et je n'aurais pas eu l'envie, pas la force, enfin rien de tout ça. De et là, en revanche, à deux, c'est marrant. Hein. Déjà, s'il y en a une qui a un petit coup de mou, l'autre spontanément ne se pose pas la question et redresse. On va prendre le leadership à un moment donné. Et ça, dans le boulot aussi, ça se vérifie. C'est-à-dire que ça crée une dynamique. C'est l'autre à côté va toujours donner, une impulsion qui va faire que. On y arrive. Et au-delà de ça, hein, c'est créer une boîte, c'est pas facile. De créer sa marque, c'est pas facile. Dans l'univers de la déco, c'est quand même, c'est un monde énorme et on est toute petite. Alors parfois, on peut être un peu découragé. On se dit, mais. Et puis, il y a celle qui va prendre l'impulsion, qui va dire, mais non, on est un peu girl power, on y va. Ça, c'est super. Pourquoi vous appelez les Mathurins? Alors ça, c'est la question piège parce que en plus on adorait avoir une réponse toute faite et une réponse magnifique. C'est mon grand-père, faites-nous rêver. C'est mon grand-père bien sûr qui était un vieux truc qui s'appelait Mathurin. Pas du tout. Tous les trucs qui étaient pris étaient des noms de domaine pris. Voilà, c'est pas du tout glamour, mais c'est la vérité. C'est la vérité du marque qui se monte. Parce qu'il y a toujours un type, l'enfoiré, qui a acheté 112 noms de domaine. Et donc, voilà. Donc, c'est ça. Et puis, on avait fait un brainstorming. Hein, Et donc là, vraiment, on va être très honnête. J'habite rue des Mathurins avec un H. Et là, on s'est dit, truc de dingue, on va retirer le H. Et on va mettre les Mathurins parce qu'on est deux. Et voilà. Non, on voulait pas de... Voilà, et ça marchait, et on trouvait ça joli. On a cherché... Non, mais ça a été franchement l'enfer. On voulait pas de maison, on voulait pas d'atelier. Je m'excuse déjà auprès de toutes les maisons et ateliers, parce qu'il y a plein de trucs que j'adore, mais voilà, on voulait pas de maison atelier, on voulait pas de Simone et Jean-Jacques, des trucs comme ça. On était quand même bloqués sur certaines choses. Et puis on était deux, donc on voulait quelque chose au pluriel aussi, parce que les Mathurins, c'est d'abord une petite équipe, quoi. Et puis les Mathurins, on s'est dit que l'international, ça peut être... C'est le prochain. On avait une grosse vision à long terme, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est vous avez des projets, justement. Comment vous pensez porter les Mathurins? C'est quand même difficile. On a toujours des projets, mais on a quand même été vraiment... cette crise sanitaire aussi, ça empêche d'envisager une évolution aussi rapide qu'on l'avait imaginé. Et même en termes pratiques, c'est-à-dire que l'atelier, ils ont tourné au ralenti, on a voulu développer d'autres tentures, c'était compliqué, les délais étaient hyper longs... les boutiques n'étant pas ouvertes. Donc, on a fait les choses un petit peu plus lentement qu'on aurait dû le faire normalement. Donc là, c'est toujours continuer sur notre lancée, continuer de travailler les tentures et pourquoi pas travailler aussi avec d'autres artistes, des gens, imaginer des choses un peu autrement. Les cadres plumes, je pense qu'on est qu'au début en fait. On a tout un univers encore à exploiter. On aimerait bien travailler aussi avec des décos, des archis pour des projets plus grands, plus uniques. Voilà, aujourd'hui, on a acquis un savoir-faire important et qu'on peut mettre au service de gens. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte, le travail manuel ? Écoutez, je vais vous répondre ce que tout le monde dit, mais ce qui est totalement vrai. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on c'est un bébé. C'est-à-dire qu'on est tout le processus de création. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une espèce de fierté, malgré tout, quand enfin, après plusieurs heures de boulot et tout ça, parfois des ratés et tout, on a enfin finaliser un projet auquel on avait pensé dès le départ. On l'avait imaginé dans sa tête et de le voir se réaliser sous ses yeux, par ses mains, c'est vrai que c'est... C'est hyper concret. En fait, moi, je trouve que ça recentre. Enfin, moi, quand je suis dans... Voilà, on passe des journées entières à travailler. Vraiment, pour moi, c'est hyper concret. Je suis vraiment dedans. J'oublie tout le reste, en fait. Hein. Je pense pas à est-ce que ça va se vendre ou pas du tout, quoi. On est vraiment dans la création, on fait cet objet-là. Ouais, c'est hyper gratifiant quand c'est fini. C'est très concret. Moi, je travaillais complètement dans un autre milieu et c'était pas du tout concret. Et ça, c'est vraiment satisfaisant. C'est hyper valorisant pour soi-même, en fait, avant toute chose. Mais c'est vrai que moi, je comprends l'engouement des gens aujourd'hui pour ce retour à tous les métiers plus... des mains et tout ça. Je trouve que c'est... En fait, on parle des mains, mais pourtant, moi, je trouve que ça a beaucoup de sens. Voilà, on retourne... à quelque chose d'essentiel, d'hyper simple. On a tous eu des travails où on était en contact avec plein de gens, on avait plein de réunions. C'était pas très concret à la fin de la journée. On avait une to-do list, il y avait rien de fait. Enfin, c'est hyper stressant, immatériel. C'est vrai que moi, j'adore. Hein. Enfin, j'adore ce que je fais. Enfin, j'adore ça aussi. Je suis hyper contente, épanouie en tout cas. Vraiment, ça m'épanouit énormément.
Voilà, on espère que ça va se développer parce c'est pas facile, hein, c'est pas non plus idyllique. Pour qu'on puisse continuer, il faut qu'on vende. De fait, hein, mais déjà c'est déjà pas mal quand on aime ce qu'on fait, quoi. Moi, je me lève le matin avec grand plaisir et de me dire bon allez, on s'appelle, t'es dispo, allez à 8h30, hop, on est à l'atelier, c'est parti. Super, et merci beaucoup. Merci de nous avoir raconté. Merci beaucoup, Hortense, c'était chouette. À bientôt. Au revoir. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Ce matin, je suis avec Christelle Rastero qui a créé Saudade, une marque de tapis et de coussins fabriqués à partir de matières recyclées et tissées à la main au Portugal. Bonjour Christelle. Bonjour Hortense. Alors, tout simplement, comment est née Saudade ? Alors, comment est née Saudade ? Saudade, c'est... Saudade, on dit. Pardon. Alors, avec le petit accent portugais, effectivement, qui n'est pas parfait non plus, mais ouais, on prononce Saudade. Comment est née Saudade ? C'est une histoire de famille, en réalité. C'est l'histoire de ma famille paternelle, qui est originaire du Portugal. Et ma grand-mère, en fait, était la tisserande du village, dans les montagnes du nord du Portugal. Donc, elle faisait pas que ça, parce que c'était des paysans. Mais les soirées d'hiver, dans la maison, on tissait des tapis. Enfin, en l'occurrence, c'était pas des tapis, ça s'appelle des mantas de trapeau. J'ai grandi avec, si tu veux. Je les ai toujours eues à côté, près de moi. Elles m'ont suivie partout. Et récemment, elles m'ont parlé, entre guillemets, et j'ai décidé de me relancer sur cette aventure, de remettre au goût du jour ces tapis. Saudade, ça veut dire quoi ? Saudade, chacun a sa définition. C'est un mot qui n'existe qu'en portugais, qui a été chanté par Cesária Évora, qui a été des très beaux poèmes de tout, enfin vraiment très 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 riche en termes d'imaginaire et d'émotion. C'est une émotion très forte. Pour moi, c'est une nostalgie positive, c'est-à-dire il y a une distance souvent entre là où on est et là où on aimerait être, entre ce qu'on a et ce qu'on aimerait avoir. C'est ça, la Saudade, c'est tous ces gens qui ont immigré, en fait, et qui, en fait, se délectent quand ils pensent à leur ville ou leur pays d'origine. Mais ils s'en délectent parce qu'ils savent qu'ils vont y retourner, que la fin sera le retour. Donc je pense que j'ai hérité de cette notion de la Saudade de l'immigré, avec un jour on y retournera et tout finira bien et on revivra ces émotions très fortes. Donc tu nous emmènes au Portugal. Ce sont des produits à partir de matières recyclées. Alors quelle matière recyclée ? Comment tu récupères cette matière ? Alors ce sont des tapis effectivement qui sont tissés à partir de coton. Plus précisément, de coton qu'on récupère auprès de l'industrie textile. On a 2 types de matières qu'on tisse. On a d'abord les fils de coton. Donc, c'est des fils de coton qui, en fait, sont utilisés dans les industries du nord du Portugal pour tisser les jerseys, les denims, etc. Ce sont des grosses bobines qu'on récupère quand elles sont en fin de rouleau, en fait, qui reste très peu, que ça réduit la cadence des machines à tisser. Ou aussi parce que parfois, elles ont des défauts en termes de couleur. Donc, le textile n'en veut pas. Donc, on récupère ces fils. Et il y a un autre type de déchets, parce qu'on appelle ça les leftovers. En anglais, c'est beaucoup plus cool que déchets, mais en réalité, en français, ce serait un déchet de l'industrie textile. C'est aussi lorsqu'on découpe le patron d'un t-shirt, il y a forcément sur les latéraux la matière neuve qui tombe, qui est neuve, qui n'est pas forcément très large, parce que le patronage et l'industrie textile fait beaucoup d'efforts pour optimiser aujourd'hui les gâches. Mais il reste encore 20 à 30% de matière neuve qui tombe au moment de la découpe de ces fameux t-shirts et vêtements. Donc c'est ça qu'on récupère et qu'on retisse. Et c'est ça qu'on appelle en fait l'upcycling. Vous ne créez pas de nouvelles matières. Exactement. Donc on parle d'upcycling. Le up veut dire revaloriser. Parce que finalement, quand le produit tombe, on pourrait dire il va être dévalorisé, c'est-à-dire, et il est parfois dévalorisé quand il est vraiment trop petit, qu'on ne peut rien en faire. Parce que si ça va, comme dans beaucoup des cas, pour être utilisé dans le bâtiment pour des isolants d'autoroute, par exemple. Beaucoup de textile est recyclé comme ça. C'est ce qu'on va appeler du recycling, du recyclage, tout simplement en français. Nous, on parle d'upcycling puisqu'on revalorise avec ce tissage à la main et cette confection et ces designs, cette matière première qui était laissée pour déchets,
en tapis qui j'espère, ont une esthétique qui revalorise ces déchets. D'accord. Alors, concrètement, comment tu les travailles? Quelle est la méthode quant à ces déchets? Alors, il y a 2 types. Donc, en fait, on va les remettre en lirette. Donc, une lirette, c'est une lanière qui fait à peu près 1 cm de largeur. On les met en lirette. Ensuite, on les coud parce que forcément, à un moment, il y a des cuts dans la matière. Donc, on les coud. Ça te fait des très, 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 très grands fils qu'on remet en pelote. Et ensuite, cette pelote, c'est comme une pelote de laine qu'on tisserait. Donc, on a la trame qui est en jute. Et ensuite, cette pelote de lirette, c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser en français, on la tisse de droite à gauche. C'est un tissé plat, en fait. C'est un tissé à plat à la main. Alors, quand tu dis « on », c'est toi, tu le fais ou tu travailles avec des artisans? Alors moi, j'ai fait un stage en juillet 2019 parce que justement, je voulais apprendre et j'étais dans cette quête de saoudat. Je voulais faire ce que faisait ma grand-mère à l'époque. Parce qu'en 2019, c'est la date où tu as créé... Où j'ai démarré l'activité, où je me suis dit, voilà, ma place est ici, je veux vraiment revaloriser cet artisanat. Donc j'ai commencé par faire un stage d'1 mois et j'étais comme un lion en cage, c'est-à-dire que très impressionnée, mais surtout incapable de vraiment produire ce que j'avais envie de produire. Et je pense que ça a renforcé encore plus mon admiration pour les artisans et les gens qui sont doués de leurs mains, en fait. Et c'est là où je me suis dit, ma place n'est pas derrière le métier à tisser, mais ma place est à créer le lien, à revaloriser, à parler. J'ai travaillé 20 ans en fait dans des grands groupes et des très belles marques de luxe où j'ai appris beaucoup de choses. Et tout ce que j'ai appris en fait, je pense qu'aujourd'hui, ma place, c'est effectivement de le remettre pour transmettre cet héritage et pour transmettre la beauté de ce geste. Donc je fais travailler, donc on a plusieurs artisans. Plusieurs mois de recherche, si tu veux, on est parti en voiture et on a arpenté les sentiers. Je suis retournée sur mon village. J'ai été chercher les amis de ma grand-mère, certaines que j'ai ratées à peu de choses parce qu'elles sont décédées juste avant que je revienne. Donc c'était assez, c'était plein d'émotions en fait, ce retour aux sources. Mais on a trouvé des artisans qui travaillent très bien. Des artisans qui ont été préservés, qui peuvent encore en vivre. Et du coup, voilà, on a relié, retissé une relation avec eux et on les fait travailler. Tu voulais absolument que ce soit au Portugal? Oui, parce que du coup, ma famille est originaire de là-bas. Moi, ils ont dû immigrer dans les années 60 pour plein de raisons. Et là, mon rêve, c'est vraiment, et ce que j'aime plus que tout, c'est de voir que j'arrive à faire travailler des gens localement, que j'arrive à réinjecter des emplois, que du coup des personnes qui pourraient être tentées par l'immigration dans des pays pour des métiers qui sont peut-être plus difficiles aussi physiquement peuvent rester chez eux en famille dans des contrées qui sont quand même assez désertées parce que la région dont on parle c'est des montagnes de granit, donc très difficile de vivre là-bas. Donc oui, là, l'idée, c'est vraiment de créer des emplois dans cette région. Pour toi, c'est vraiment important, tu es vraiment dans une démarche de redonner du sens à la consommation, à plein de choses? Exactement. L'idée, c'est que j'ai travaillé 20 ans dans des très belles marques, etc. C'était absolument extraordinaire. J'ai beaucoup appris l'exigence, l'esthétique, etc. Mais j'avais vraiment envie de rendre à ce peuple, à ces gens, la lumière qu'ils méritent, en fait, pour qu'ils puissent rester chez eux tranquillement à travailler de leurs mains parce qu'ils sont vraiment doués. C'est vrai qu'il y a des artisans incroyables. Ouais. Donc là, on est à Paris, on enregistre à Paris. Tu étais venue, mais tu étais venue pas pour le podcast. T'as plein de rendez-vous, mais sinon tu habites là-bas. Oui, du coup, effectivement, le projet a germé en 2019 et on a déménagé en septembre dernier pour être plus près des artisans, justement, puisqu'on se voit toutes les semaines. Il faut aussi que j'aille dans les centres de tri de déchets textiles pour choisir la matière première, la sélectionner. Donc, il y a quand même un gros travail sur place qui est et dans le choix et l'approvisionnement de la matière première, puis l'apport de cette matière première-là chez l'artisan, puis le travail avec l'artisan de la mise au point du design. Parce que l'idée, c'était pas de refaire exactement les tapis d'il y a 50 ou 60 ans, c'était vraiment justement de croiser ce regard de petite Française ou de Française, qui a grandi en France en tout cas,
avec ce savoir-faire artisanal et lui apporter beaucoup de modernité. Du coup, il y a eu un gros travail, et encore aujourd'hui, de mise au point pour le faire évoluer, cet artisanat, lui donner des designs beaucoup plus contemporains. Donc c'est vrai que les premiers rendez-vous avec les artisans, c'est « je vais jamais y arriver, Christelle, non posso. » Mais en fait, comme ils ont cette capacité en fait, ils aiment le challenge et ils sont tellement doués que le lendemain, on revient. Je me suis levée à 6h, Christelle, et j'ai réussi. Comment tu les décrirais justement ? On n'a pas encore abordé ça. Je crois qu'il y a des modèles de base et ils sont tous personnalisables. Qu'est-ce qu'on peut choisir les couleurs, je crois, les dimensions ? Oui. Donc on a, pour cette première collection, mais je pense que ça va être une collection pérenne et permanente, on a 5 modèles qui portent chacun le nom d'une ville que j'apprécie au Portugal et qui ont tous été inspirés par une œuvre d'art contemporain. On a travaillé avec Delphine Chopard. Donc Delphine Chopard, elle est designer pour les plus grandes maisons d'édition françaises et j'ai eu la chance de la rencontrer ici à Paris. Delphine Chopard, elle a travaillé le design sur la base de mon brief, entre guillemets, mon intention, l'œuvre d'art qui m'inspirait. Et donc, c'était vraiment un travail à deux mains, puisque c'était elle qui dessinait, mais à deux têtes, pour ensuite créer ces designs. Et ensuite, il y a eu toute une série d'itérations avec les artisans, justement, pour voir comment on pouvait avoir l'intensité du design qu'on voulait, avec des textures qui rendaient hommage à ce design. Typiquement sur le modèle Comporta, en fait, l'inspiration, c'est l'œuvre d'art de Lucio Fontana. C'est les lacérations sur des toiles blanches. Donc, on voulait beaucoup de contraste entre la toile de fond blanche et la lacération qui devait être très vive. Donc, c'est ce qui nous a permis aussi d'innover avec l'artisan, puisqu'on s'est dit, on va mélanger des matières qu'a priori, il n'avait jamais mélangées. Donc, c'était vraiment intéressant. Donc, on a ces 5 modèles-là. Et ensuite, tu peux choisir la couleur de fond sur pli de 10 couleurs qu'on a mis au point. Et les traits, les lignes aussi, on peut choisir en fonction des chutes dont on dispose. Donc, on a des stocks de chutes suffisants pour pouvoir proposer de manière pérenne. Mais c'est vrai que je ne peux pas garantir que l'année prochaine, on aura les mêmes couleurs. Et il y a plusieurs dimensions aussi ? Oui, par défaut, on a fait 5 ou 6 dimensions maintenant standard, bientôt 6 effectivement. Après, on fait du sur-mesure, sans problème, parce que la chance qu'on a avec l'artisanat, c'est que chaque pièce est faite sur commande. Donc, on est vraiment ravis de pouvoir s'adapter à l'intérieur de chacun. Il faut combien de temps pour faire un tapis ? Il faut compter à partir du moment où on passe la commande 4 semaines. Ah, il y a une petite spécificité. Il y a un côté pile et un côté face, c'est ça ? Alors, il y a... Ou c'est que sur un modèle ? J'ai vu ça hier. Oui, il y a un côté... On voulait des tapis. Les tapis sont réversibles. En réalité, ils sont aussi beaux de verso que de recto. J'aime bien le côté versatile des choses. Du coup, c'est vrai que j'ai pas mal à préciser qu'on pouvait les retourner, qu'on pouvait les accrocher au mur aussi. En fait, les tapis, l'idée, c'est toujours de... En tout cas, moi, ma démarche, c'est toujours d'apporter un regard nouveau sur l'objet. Donc, c'est vrai que là, chez moi, à Lisbonne, typiquement, on les a mis sur les murs. Ils sont durables, je crois, même jusqu'à la livraison. Tout à fait. Alors, comme j'avais besoin de me réaligner avec ce projet, n'est-ce pas ? C'était vraiment être complètement en phase avec mes convictions personnelles. Il n'y a pas de plastique du tout. Et au-delà de pas de plastique, j'ai rencontré pendant le premier confinement un jeune sellier qui s'appelle Benjamin, avec qui en discutant, parce qu'on faisait des masques tous les deux bénévolement, on a eu l'idée de créer des housses consignées pour ces tapis. Donc en fait, il prend les bâches qui servent à l'hivernage des bateaux et en fait, il nous a fait des housses qui sont extrêmement résistantes et qu'on consigne. Donc, quand tu reçois ton tapis, elle arrive dans cette grosse bâche bleue très résistante. Et si tu nous la retournes, donc je sais que ça demande un petit effort, il faut retourner à la poste, mais je mets quand même l'enveloppe avec l'adresse déjà pré-remplie. Si tu nous la retournes, on te rembourse le prix de la consigne, c'est-à-dire le prix de la confection de cette housse et le prix du renvoi, donc 30 plus 10, 40 € qu'on rembourse immédiatement au client dès qu'il nous a retourné la housse, puisque ça permet de la réutiliser. Et pour l'instant, j'ai des housses qui ont déjà tourné 10 fois et elles sont toujours en super état. Donc, tu n'as pas de plastique. C'est une démarche très complète. On essaye. Alors, même si Sodade, c'est une marque durable, c'est aussi quand même la grande mode des tapis. Comment on explique que ça plaît autant ? Ça apporte quoi à l'intérieur pour toi, un tapis ? Alors, pour moi, un tapis, c'est une signature.
c'est ce qui va finir, et d'ailleurs c'est toute la problématique des tapis, c'est que c'est souvent la dernière pièce qu'on met dans son intérieur, où on fait le canapé, la table basse, etc. Puis on se dit, ça manque de chaleur, ça manque un petit peu de caractère ou de personnalité. Il y a cette histoire un peu de signature de son intérieur pour se l'approprier vraiment. Et peut-être un peu côté chaleur humaine, en tout cas, moi je trouve, sur le tapis. Et toute la difficulté que je prends là pleinement conscience, c'est le choix du tapis, du coup, est un choix assez long, parce que c'est vraiment sa signature très personnelle pour son intérieur. Mais alors, comment bien choisir un tapis pour toi ? Quels sont les critères ? Alors ça, c'est une très très bonne question. Moi, j'avoue que du coup, je découvre c'est la complexité derrière le choix du tapis. J'ai longtemps travaillé sur d'autres secteurs et je peux affirmer aujourd'hui qu'il est plus difficile de choisir un tapis qu'un sac à main. Carrément. Oui. Du coup, je compare un sac à main. Pourquoi ? Parce que ça peut avoir le même niveau de prix en termes de valeur absolue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un objet qui signe son intérieur, qui signe souvent la pièce la plus centrale de son intérieur, son salon, là où on accueille les gens. Donc, c'est vraiment ouvrir son intérieur au sens propre et figuré qu'on fait en mettant cette pièce qui va véhiculer finalement la valeur humaine ou la chaleur qu'on veut donner à son intérieur. On imagine bien qu'une pièce avec un bordeaux, un tapis de 2x3 en bordeaux va complètement connoter un intérieur avec quelqu'un qui est assez affirmé, qui a une personnalité assez forte, qui a un goût assumé en tout cas. Alors qu'un tapis dans les tons beaucoup plus clairs ou lumineux, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'espace, qui va avoir besoin de sérénité, cette histoire du minimalisme, le wabi-sabi, etc. Donc on signe et on affirme sa posture avec l'esthétique. Et après, si on va un cran plus loin, dans la confection, les tapis ont tous des histoires. C'est souvent des choses qui sont faites artisanalement. Si on va le chercher en Inde, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Si on va le chercher au Maroc, c'est qu'il y a des très bonnes raisons. Si on va le chercher au Portugal, c'est qu'il y a aussi des très bonnes raisons. Donc on affirme aussi une histoire et des valeurs qu'on a envie de faire venir dans son intérieur. Et c'est assez drôle parce que les clients aujourd'hui qui ont acheté les tapis Saudade disent très clairement qu'ils ont l'impression d'avoir un petit bout du Portugal chez eux et donc un rayon de soleil typiquement. C'est les types de retours que j'ai. Ah, c'est sympa. Bon, merci beaucoup Christelle. Merci Hortense. Au revoir. Au revoir. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Ce matin, j'enregistre à distance parce que je ne pouvais pas me déplacer à Montreuil, rencontrer Christine Barr qui a créé Make Ici, le premier réseau de manufactures collaboratives et solidaires qui permet aux artisans et aux entrepreneurs de se lancer et de développer leur activité en ayant accès à tout un écosystème, un tas d'outils, de machines, d'ateliers et de services. Mais je n'en dis pas plus, Christine va nous parler de cette belle initiative. Bonjour Christine. Bonjour. Alors, dites-moi, comment est né ce projet ? Ce projet est né de multiples rencontres d'artistes et d'artisans qui avaient une problématique de pouvoir échanger, partager, vendre leurs créations et de pouvoir se faire aider rapidement au quotidien. Donc l'idée, c'était d'ouvrir de grands ateliers où il y avait de multiples savoir-faire qui pouvaient s'entraider et d'autres personnes qui pouvaient vendre les créations ou les mettre en exposition. Ok, et du coup, comment vous avez créé ces lieux ? Comment vous avez eu après, comment vous avez la deuxième étape, comment est-elle arrivée ? Alors, le premier lieu ouvert était à Montreuil, c'est la ville où nous habitons. Donc nous connaissons très très bien Montreuil. Surtout les créateurs, les artisans, les artistes. Et ça a été facile pour nous de pouvoir regrouper un petit peu tout le monde. On a fait encore beaucoup de rencontres pour pouvoir avoir des résidents qui venaient s'installer chez nous. Ensuite, sur les autres lieux comme Marseille et Nantes, on va à la rencontre de personnes qui habitent et travaillent dans ces régions. Parce que
On ne peut pas dire on sait faire quand on ne connaît pas la région, on ne connaît pas les savoir-faire de chaque région. Donc autant employer des gens de chaque région qui savent faire et qui connaissent tous les savoir-faire de chaque région. Alors comment on rentre chez vous ? Qui peut s'inscrire en fait, entre guillemets, chez vous ? Tout le monde peut venir en tant que... Alors nous, on les appelle les résidents, mais ce sont des abonnés qui viennent travailler. Actuellement, il y a beaucoup de professionnels, beaucoup de personnes en reconversion, et puis de plus en plus de personnes qui viennent en formation et en stage pour apprendre un nouveau métier, pour donner du sens à leur vie, pour donner du sens au métier qu'ils ont actuellement. Oui, et donc il y a autant d'artisans que d'entrepreneurs qui peuvent avoir besoin d'artisans, justement ? Les artisans et les entrepreneurs ne font qu'un. Ils sont tous entrepreneurs, nos artisans. Ils ont tous monté leur boîte ou ils se sont regroupés à plusieurs pour travailler ensemble. Et vous avez combien de résidents aujourd'hui ? Je pense qu'il doit y avoir à peu près une centaine de résidents par site. Alors vous, qu'est-ce que vous la structure, qu'est-ce qu'elle leur apporte concrètement ? Alors, moyennant un abonnement mensuel, on achète toutes les machines, toutes les grosses machines. On paye tout ce qui est eau, électricité, enfin voilà, ils n'ont aucune charge, ils ne payent pas de loyer, tout fait partie de l'abonnement. Dans cet abonnement, on les met aussi en lumière, je précise, on fait de la communication sur leur travail, sur eux, sur leur création, lorsqu'ils font des choses à l'extérieur. Donc en fait, vous leur apportez le côté matériel et le côté humain aussi, communauté ? Oui, le côté humain, le côté prestation de service où ils peuvent aussi accéder à des cours gratuitement, l'utilisation de toutes les machines qu'il y a sur les lieux. Là. Et c'est quel type d'équipement ? Vous parliez de machines, c'est quel type même d'artisans et de métiers ? Ils ont besoin de quoi ? De panoteuses, de 6 formats, même du petit outillage qu'ils n'ont pas forcément pu acheter au départ. Donc on leur prête tout ça. Et puis aussi, il y a toutes les machines numériques, les CNC, les fraiseuses, les imprimantes 3D. Oui, donc ce sont des grosses machines. C'est quelqu'un qui a envie je dis n'importe quoi, moi j'ai envie demain d'être ébéniste. Je peux, moyennant un abonnement, bénéficier de toutes vos installations, de vos équipements, d'un lieu de travail. C'est ça, vous facilitez. Tout à fait. Cependant, vous ne pouvez pas venir comme ça et utiliser les machines. Il y a un responsable des ateliers qui vient regarder si vous savez utiliser les machines pour votre sécurité et la sécurité de tous vos collègues autour. Oui, bien sûr. Mais du coup, il faut déjà être dans une démarche, je ne sais pas comment dire, administrativement. Il y a des prises en charge, il y a des aides de l'État. Comment ça se passe ? Il faut être dans un protocole de reconversion ou ça peut se faire assez facilement. Je vous dis, moi, si demain je veux être ébéniste, je peux venir apprendre les bases du métier un peu chez vous. Alors, il y a des cours pour ça, pour les bases du métier. Ensuite, c'est juste le B.A.-ba. Il y a aussi des cours de perfectionnement. Mais comme dans tout métier, il faut s'entraîner. On ne peut pas devenir professionnel du jour au lendemain. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, beaucoup de persévérance pour tout le monde. Mais il y en a qui y arrivent parce qu'il y a eu pas mal de reconversions. On a des personnes qui travaillaient dans la com auparavant et qui ont voulu devenir ébénistes. Et tous les soirs, ils se sont essayés. Ils ont essayé de faire plein de choses, des mortaises, plein de choses qu'ils ont regardées. Ils ont été aidés par leurs camarades d'atelier. Et puis aujourd'hui, ils sont à la tête d'une entreprise et ont beaucoup de commandes. Et ça fait plaisir. Oui, ça les aide vraiment à se lancer. Il reste combien de temps en moyenne chez vous ? Un résident reste combien de temps ? Alors, on a ouvert en 2012. Il y a des résidents qui sont toujours là. On est très content de les garder. Et après, quand ils montent des entreprises et que ces entreprises grossissent, ils se sont obligés de partir. Et ils sont obligés de partir puisqu'ils ont besoin de beaucoup plus de place
pour le stockage, pour accueillir leurs employés. Ça dépend des personnes, de la vie, quoi. Oui, ils sont plutôt indépendants ou il y a des projets communs qui naissent? Alors, il y a beaucoup de projets communs qui naissent parce que il y en a qui sont débordés et qui ont besoin d'aide. Et puis nous aussi, parmi nos services, on fait aussi cette proposition. On a des projets extérieurs et on leur propose d'y participer. Oui, parce qu'ils développent leur projet, leur entreprise, ou vous avez des demandes parfois de projets pour 1, 2, 5 résidents? Les deux. Alors, ils ont leur propre entreprise et nous, voilà, on leur apporte des projets. Alors, ils y participent pas, enfin, c'est selon leur choix. Mais on a beaucoup de projets extérieurs, oui. Des gros projets qui nécessitent des équipes assez importantes sur tous les métiers. Et vous êtes là on parle de Montreuil, mais je crois que vous êtes ailleurs en France aussi? Oui, à Marseille et à Nantes, pour l'instant. Et c'est de structure? À Marseille, le site est beaucoup plus grand et à Nantes, il est à peu près équivalent. Pour vous, quel est l'ADN en fait de ce projet, de votre engagement? J'imagine qu'il y a un engagement durable. Vous parlez même de valoriser les circuits courts, c'est le retour des savoir-faire manuels, pour le choix des matériaux aussi, j'imagine. Tout ça, ça va de pair avec tout votre cette initiative? Alors, j'espère qu'on va pouvoir continuer. Mais l'idée de départ, c'est d'aider des personnes qui se lancent dans un métier, qui ont besoin d'apprendre, qui ont besoin de soutien, et ce mélange des savoir-faire où même lorsqu'on on arrive et on a juste besoin de dessiner, on peut repartir en sachant faire de la céramique et plein d'autres choses parce qu'il y a cette envie d'aller apprendre ce que fait le voisin à côté. Et oui, c'est ce partage de savoir-faire avant tout et ce partage du quotidien qui nous pousse à faire ça. Il faut que ça continue. Oui, pour vous, c'est vraiment important de créer un écosystème. On réussit mieux ensemble que seul. C'est tout à fait ça, oui. De toute façon, seul, lorsqu'on a une problématique, on va aller se cogner dans un mur à chaque fois, jusqu'à temps que le mur tombe, mais il peut tomber dans très longtemps. Et puis, lorsqu'il y a des savoir-faire autour qui viennent nous aider ou qui proposent des solutions, c'est beaucoup plus facile de s'en sortir. Et vous sentez, on parle du retour de l'artisanat depuis maintenant vraiment plusieurs années, vous sentez il y a un engouement particulier? J'ai l'impression. Après, est-ce que c'est la crise sanitaire qui a donné cette envie? Peut-être, peut-être pas. Mais il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de s'essayer à créer des choses, oui. Il y a cet ennui de rester seul chez soi à rien faire. Ce qui est amusant, c'est de voir toutes ces personnes qui viennent pour prendre des cours en disant j'ai essayé parce que j'ai regardé sur des tutos, j'ai cru que c'était facile, mais finalement il me faut un prof pour apprendre parce que je peux pas. Ouais. Je peux pas faire tout seul. Que vous leur apportez. Oui, vous avez quel type de formation, vous sauriez me dire? Il y a la formation sur tout ce qui touche au bois, concevoir un meuble. Donc ça va du dessin jusqu'à la création de l'objet. Après, il y a les cours de perfectionnement où on crée d'autres meubles plus importants. Et puis, il y a aussi des cours d'éco-conception, comment réutiliser des matériaux, quels sont les projets d'éco-conception apportés par les personnes qui viennent en stage. Et puis, on arrive à mettre leurs projets sur pied, tous ensemble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cours? Tout ce qui est imprimante 3D, donc monter son imprimante, s'en servir, créer des objets. Voilà, ça fait partie des principaux cours et stages qu'il y a actuellement. Oui, c'est très varié. Plein d'autres. Vous allez en développer d'autres, vous avez dit? Oui, il y en a plein d'autres en conception maintenant sur le site suivant. Sur le site internet, je précise, mekissi.org, suivant les lieux, que ce soit Nantes, Marseille ou Montreuil,
Il y a des cours similaires, mais il y a aussi des cours différents. Alors, vous avez reçu en 2020 le prix Liliane Bettencourt. C'est quoi est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce qu'est ce prix et ce que ça a représenté pour vous? Ça s'appelle le prix de l'intelligence de la main. Alors, je suppose que on a été sélectionné parce que on ouvre des sites un petit peu partout en France et que on va chercher les savoir-faire de nombreux artisans. On leur apporte la facilité de travailler avec tous les outils numériques et puis la facilité de travailler tout court aussi. Oui, pour l'initiative que vous avez mise en place, ça n'existait pas encore. Si. Bah, figurez-vous que en fait, ce genre de lieu a existé à Brooklyn au début des années 2000 et c'est ce qui nous avait inspiré. Puis malheureusement, on n'en entend plus parler, mais il y a plein d'autres lieux comme ça qui s'ouvrent un peu partout. Et le partage, les boîtes à dons, tout ce qui est partage de savoir, partage de matériaux, ça existe un peu partout déjà. Et ça existait déjà, même au Moyen-Âge. Et c'est l'avenir aussi. Oui, c'est l'avenir parce que la planète est pas élastique. On peut pas prendre tout ce qu'elle produit constamment. Il faut réutiliser, retravailler les produits, je pense, et pas surconsommer. Acheter de belles choses qui durent. Je crois que c'est l'essentiel. Ça, c'est mon petit côté écolo. Oui, vous faites bien et qui va avec l'ADN de votre projet. Oui, voilà. Ok, merci beaucoup Christine d'avoir répondu à mes questions. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.